Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne parle pas de Lego, on va parler critique et plus particulièrement d'Avengers 4 Endgame. Bien évidemment, vous le savez, je suis un grand fan du MCU et désolé, je suis un petit peu à la bourre parce que ça fait déjà une semaine, 2 semaines que le film est sorti et autant vous dire qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui traînent sur le net. Pour traiter un peu ce sujet de façon originale, comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai tous les Lego qui sont sortis pour le film Avengers 4 Endgame et également quelques sets qui étaient sortis pour Infinity War, ce qui va me permettre d'agrémenter, d'illustrer le propos avec les boîtes et les sets Lego, ce qui va être assez sympathique, surtout que ma chaîne principalement c'est du Lego. Je dois vous avouer également que j'ai déjà tourné 2 heures, enfin 2 fois 1 heure de vidéo au sujet de ce film, et bon, j'ai quand même dans l'idée de faire une vidéo beaucoup plus courte. Enfin, cette vidéo sera garantie 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, courez vite au cinéma le voir, il est vraiment génial, et revenez après. Enfin, si vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, ou si vous avez déjà vu le film, eh bien on va pouvoir enchaîner tout de suite sur cette vidéo critique. Alors, dans mon idée, on va essayer de séparer la vidéo un petit peu sur les 3 parties principales du film, à savoir la première partie qui est immédiate au film Avengers 3 Infinity War, la seconde partie qui est le corps du film qui consiste en une recherche des pierres d'infinité dans le passé, et on terminera par la 3e partie qui est un petit peu le dénouement, le combat final, etc. Alors tout d'abord, je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis, ce que j'ai bien aimé ou pas d'ailleurs dans chacune de ces 3 parties. Dans la première, ce que c'est quasiment ma préférée parce qu'elle est chargée d'émotions. Effectivement, on vient de terminer Avengers Infinity War par une défaite cuisante des Avengers. La moitié de l'univers a été snappé par ce méchant Thanos, voilà, qui a snappé malgré l'intervention de notre Thor national avec son Stormbreaker qui a failli poutrer Thanos. Et ben ça n'a pas été suffisant. Il a beau voilà, lui avoir bien enchaîné le bidou, il n'a pas tapé la tête, il n'a pas tapé le bras, et du coup on a eu droit au snap. Voilà, disparition de la moitié de l'univers et game over. Donc bien évidemment, cette Avengers 4 Endgame commence avec la suite immédiate de ce qui s'est passé, de ces événements et de ce snap de Thanos. Donc bien évidemment nos Avengers sont au fond du trou et on va les retrouver un petit peu dans l'état laissé dans Infinity War. Tout d'abord, le film commence avec un générique qui n'est pas la musique Marvel habituelle, mais une petite musique un peu country, un peu mélancolique, et j'ai beaucoup aimé ce changement parce qu'on est toujours habitué au jingle Marvel habituel, et on retrouve dans un premier temps notre bon vieux Clint Barton qui est chez lui et qui voit toute sa famille disparaître. Grand moment d'émotion parce qu'il voit juste de la fumée, il ne sait pas ce qui se passe, et ça permettra de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouve Barton dans la seconde partie du film. Ensuite, on enchaîne un peu pareil dans une séquence un peu émotion où on va retrouver notre Iron Man national accompagné de Nebula qui dérive dans le Benatar, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, qui n'a plus de pétrole, et on a bien compris dans les paroles de Tony que c'est la fin des haricots, que les carottes sont quasiment cuites. D'ailleurs, cette scène a été reprise dans la majorité des trailers préparant Avengers 4 Endgame, où on voyait Tony en train de parler à Pepper au travers de son casque, voilà, et on a eu droit à beaucoup de théories des camarades Hirosef par exemple, au Argo Rock, à propos de comment est-ce que Tony et Nebula vont pouvoir rentrer sur Terre. Au final, ça se résout assez simplement avec l'arrivée du personnage le plus cheaté du MCU, à savoir Captain Marvel, qui apparaît dans un rayon de lumière et qui éblouit Tony, tout ça pour les ramener rapidement sur Terre. Voilà, fin de l'histoire. Le retour sur Terre de Tony et de Nebula est assez rapide au demeurant. Néanmoins, on pourra apprécier dans cette scène-là l'aspect un peu humain et les émotions retrouvées de Nebula, qui a beaucoup évolué au regard des différents films dans lesquels on l'a croisé, aussi bien les films Avengers que surtout les films Gardiens de la Galaxie, où elle a qu'une envie, c'est zigouiller sa frangine Gamora. Voilà, donc encore une fois, quand ça arrive sur Terre, il y a une grosse séquence émotion, et ça j'ai beaucoup aimé, à savoir les retrouvailles entre Tony et le Captain quand Tony sort du vaisseau, et que Tony, la première chose qu'il dit, c'est « j'ai perdu le petit, j'ai rien pu faire ». Bien évidemment, il parle de Tom Holland, alias Spider-Man, et on le retrouvera au travers du film, il y a un lien très fort entre Tony et le petit Spider-Man. Effectivement, le Cap reconnaît qu'ils ont perdu, etc. On a ensuite, et là aussi c'est pareil, beaucoup d'émotions avec un Tony Stark très amaigri, très fin, très malade, puisqu'on se rappelle qu'il a été embroché par Thanos à la fin d'Infinity War, et d'ailleurs il est sauvé par Nebula. D'ailleurs Tony dans le vaisseau lui lance quelques petits pics gentils, et du coup ça se fight au QG des Avengers, Tony reprochant à Captain de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas l'avoir écouté. Là ça nous ramène vers Civil War, où effectivement la dissension entre les deux
Tout ça pour des, entre guillemets, broutilles d'accords de Sokovie. Bon, bah voilà, c'est le bordel. S'ils avaient été restés unis, peut-être que ça aurait pas merdé autant. Et Tony sait le reprocher au Captain. Et clairement, ça, c'est assez touchant. On se rappellera surtout deux petites phrases au sujet de cette scène qui sont assez marquantes et qui nous ramènent vers les anciens films. La scène où le Captain dit si on perd, c'est tous ensemble. Et ça, Tony lui remet dans la gueule. Effectivement, tu as dit que si on perdait, ce serait tous ensemble. Et on a tous perdu. Voilà, bim, là, Tony est cinglant. Et enfin, Tony qui nous ramène cette fois-ci à Avengers 2, pardon, l'ère d'Ultron, où après avoir été touché par la baguette magique de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, notre bonne vieille, pardon, où là il fait un rêve et il voit tout le monde mort et il considère ça comme prémonitoire au cataclysme créé par Thanos. Et là il avoue qu'il avait fait ce rêve et qu'il n'en avait jamais parlé, ce rêve qu'il avait entre autres conduit à créer Ultron pour essayer de protéger un petit peu tout le monde. Voilà, donc là un petit peu les boucles se bouclent et c'est intéressant. Par contre, comme je le dirai peut-être à plusieurs reprises, et je parle très vite, je m'excuse parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, comme je vais peut-être le dire plusieurs fois, ce film s'adresse quand même aux fans inconditionnels du MCU qui ont suivi les films, qui n'ont pas de trou dans la raquette, parce que pour comprendre la majorité du film, ben, il faut avoir les références. Sinon, vous aurez un bon film de science-fiction, mais sans plus, quoi, j'ai envie de vous dire. Si vous prenez Avengers Endgame seul, ça présente pas un intérêt majeur. Bons effets spéciaux, scénario que vous n'allez pas comprendre, références multiples que vous n'allez pas comprendre non plus. Donc clairement, si vous n'êtes pas à jour des MCU, il se peut que vous ratiez une bonne partie des références comme des petites phrases, parce que chaque mot est pesé grosso merdo et ramène vers quelque chose qui aurait pu être dit dans un des précédents films, comme les deux phrases que je viens de citer à l'instant. Dans la foulée, on part directement pour clôturer cette première partie de ce film, à savoir finalement retrouver Thanos et buter Thanos. À l'aide de Gamora et de Rocket, il retrouve Thanos dans le fameux jardin qu'on voit à la fin d'Infinity War. Ils partent tous d'ailleurs dans le Benatar qui a été très rapidement réparé et remis en condition par Rocket, je le suppose, et ils arrivent sur la planète où un second snap a été performé par Thanos. Et là on retrouve, et ça aussi c'est un peu une critique, on va voir que dans Endgame, Thanos a perdu un peu du corps, de la profondeur, de l'empathie qu'on avait pour lui dans Infinity War. Là, Thanos, il est un peu plus bourrin, à l'exception de cette première partie où on retrouve le Thanos qui a performé le snap de Infinity War et qui vient de reperformer un snap. Quand l'équipe des Avengers restants, accompagnée de Captain Marvel, débarque sur cette planète, sur le jardin, dans le jardin, on voit un Thanos qui ramasse ses patates, entre guillemets, ses patates de l'espace, et qui est fatigué, qui est blessé, qui est affaibli, qui boite quand il monte les escaliers pour rentrer chez lui. Et là, il lui tombe dessus, notre bon vieux Thor avec Stormbreaker, qui lui coupe le bras d'entrée de jeu pour éviter qu'il fasse un snap. Et sauf que quand Rocket, je crois, retourne le gant, bah, il n'y a plus de pierre. Voilà, et c'est effectivement compliqué. Et là, Thanos leur dit je suis maintenant, comment dire, inéluctable ou un truc comme ça, puisqu'il a détruit les pierres. Enfin, il dit qu'il a détruit les pierres avec les pierres. Voilà, et très rapidement, notre bon vieux Thor, lui coupe la tête. Et la messe est dite. Voilà, donc au demeurant, Rocket lui dit mais qu'est-ce que tu as fait, notre bon vieux Rocket Raccoon qui est ici. Et Rocket qui dit à Thor mais qu'est-ce que tu as fait? Et Thor termine juste par une petite phrase, j'ai juste visé la tête. Et ça, bien évidemment, ça fait référence au combat de Thor contre Thanos à la fin d'Infinity War, où Thanos lui dit tu aurais dû viser la tête. Et là, il snap. Bon, voilà, donc beaucoup de références encore une fois. Grosso modo, cette première partie se termine à l'issue de cet affrontement. C'est même pas un affrontement, c'est cette dérouillée intergalactique que prend Thanos. Mais Thanos, encore une fois, est très philosophe. Il sait que c'est le destin qui s'accomplit. Il a réussi sa mission. Mourir n'est pas important pour lui. Et là, nos Avengers sont au fond du trou. Là, bim, grosse ellipse. 5 ans plus tard, et du coup on retrouve nos Avengers qui ont perdu et qui grosso modo ont accepté cette défaite puisque 5 ans se sont écoulés entre la première et la seconde partie du film. On retrouve nos Avengers, principalement Natasha et le Captain, donc je vais retrouver Natasha ici et le Captain. Natasha qui broie du noir, qui cause avec Okoye, je crois la générale du Wakanda, avec War Machine, avec Rocket et avec Captain Marvel qui essaye de remplir tous les 4 un peu des missions au coin du globe.
il y a des petites références, des petites phrases qu'il faudrait relever à ce niveau-là. La seule qu'on retiendra, c'est que Captain Marvel explique à tout le monde qu'ils la reverront pas de sitôt, et voilà un moyen habile de se débarrasser du personnage le plus puissant du MCU qui foutrait un bordel pas possible si elle était restée. Donc elle nous dit 5 ans plus tard, bon, en même temps ça peut se justifier, parce que 5 ans sont passés et il n'y a rien de plus, donc elle se dit, bon moi les gars, c'est le bordel dans toutes les planètes de la galaxie, donc je vais me promener ailleurs. Voilà, bim, et on la revoit plus. Voilà, ça c'est fait. Bon, très rapidement, on enchaîne avec un événement assez notable, c'est-à-dire notre retour de notre Ant-Man préféré. Ant-Man qui revient grâce à l'action héroïque d'un rat qui appuie sur les touches du tableau de bord, puisqu'en fait le van de Ant-Man est dans un garde-meuble. Ant-Man revient, découvre que c'est le bordel, il passe chez lui, il recroise sa fille, donc là aussi petit moment très touchant, où il rencontre sa fille qui a bien grandi parce qu'elle n'a pas été snappée, donc elle a plus 5 ans, voilà, et du coup Ant-Man évidemment se dirige vers le QG des Avengers où il croise une Natasha et un Cap incrédule quand il le voit frapper à la porte d'entrée du QG des Avengers. Scène évidemment qu'on avait vue dans les trailers préparant le film, et il y avait eu tout un tas de théories autour de cette arrivée d'Ant-Man. Est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est les années 90, que sais-je, ou est-ce bien le moment à l'intérieur d'Avengers 4, voilà. Et on a notre réponse, c'est bien dans le présent, à plus 5 ans, que notre Ant-Man débarque. Là, évidemment, il déballe les théories quantiques et tout le tout-team pour dire il y a peut-être moyen de faire du voyage dans le temps. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ils vont du coup aller s'enquérir d'entre autres en premier lieu de Tony Stark. Donc là on a je crois Ant-Man, Natasha et Cap qui vont le voir. Là pareil beaucoup de scènes touchantes où on retrouve notre Tony avec Pepper et surtout Morgan Stark, sa fille qui a 5 ans à peu près. Et c'est très mignon, c'est très mignon. On retiendra la petite scène je t'aime plus que 3 fois 1000 je crois que dit Morgan à l'attention de Tony. C'est vraiment mignon de voir un Tony Stark en papa. Moi ça m'a vraiment touché. On est encore un peu dans cette mélancolie de la première partie du film. Cette première partie de la seconde partie reste encore dans la défaite et du coup des pages qui sont tournées, et j'aime beaucoup cette partie là. On pourra noter comme critique au sujet de cette seconde partie que les plus 5 ans sont peu expliqués. Pourtant on voit des stades dévastés, plein de voitures qui sont mal garées, à se demander que la moitié de l'humanité qui reste n'est pas capable de faire le ménage. On voit des poubelles partout. Bon, ça aurait mérité quelques éclaircissements parce que je comprends pas pourquoi ils sont pas capables de ranger, de débarrasser les bagnoles. C'est quand même passé 5 ans et c'est pas passé 2 semaines. Voilà, donc ça c'est une critique un petit peu à l'égard du film à ce niveau-là, à ce moment-là de notre Avenger 4 Endgame. Voilà, donc Tony va gentiment les remercier. Ils vont se tourner vers Hulk et là, bon, donc Hulk du coup... c'est évidemment un point d'achoppement, de clivage de cette Avengers 4, puisqu'on retrouve directement Professeur Hulk. Alors là, c'est peu ou pas expliqué, il nous dit vite fait qu'il a passé 1 an dans son laboratoire Gamma et qu'il a réussi à fusionner Hulk et Bruce Banner, et on a affaire à Professeur Hulk, c'est-à-dire Hulk plus affûté, plus fin, avec la tête de Banner. Alors moi je le trouve super bien fait, super drôle, la scène dans le restaurant avec Ant-Man, Natasha et Cap et Hulk est vraiment dantesque, quand Hulk fait du dab, enfin Professeur Hulk fait du dab et fait des selfies avec les gamins, enfin c'est n'importe quoi, mais je le trouve très souriant, très mignon. Voilà, donc évidemment ils vont faire des essais de voyage dans le temps avec Ant-Man, ça va pas bien se passer. Pendant ce temps-là, et là aussi c'est assez rapide parce que Tony, en un claquement de doigts, résout le problème du voyage dans le temps, même s'il a initialement refusé, vu qu'il est curieux, il peut pas s'empêcher de chercher. Il annonce à Pepper qu'il a trouvé le moyen de voyager dans le temps. La Pepper dit waouh, c'est effrayant, et bien sûr elle n'arrive pas à l'empêcher de creuser le sujet, comme elle dit qu'une de ses plus grandes défaites de toute sa vie sera été de ne pas réussir à faire raccrocher Tony. Voilà, et là Tony dit qu'il aimerait mettre tout ça dans un coffre et balancer ça au fond d'un lac et d'aller se coucher. On retiendra cette petite phrase parce que ça servira à la fin du film. Bon, bien évidemment, ils font les cons avec Ant-Man, et quand Tony arrive à la stupéfaction entre guillemets du Captain America, d'ailleurs il lui rend son bouclier à ce moment-là, Tony explique qu'au lieu d'envoyer Ant-Man dans le temps, ils ont envoyé le temps dans Ant-Man, et ce qui fait que notre bon vieux Ant-Man va devenir bébé, tout vieux, et ça va donner une scène assez marrante où du coup quand il revient à sa taille, à son âge normal, il dit je sais pas qui c'est qui a pissé dans ma combinaison, si c'est moi bébé ou moi tout vieux. Voilà, bon.
Donc de là, on rentre dans le dur de la seconde partie du film où du coup l'objectif ça va être, à partir du moment où on sait qu'on peut voyager dans le temps, de voyager dans le temps et de récupérer l'équipe. Donc d'une part, et là je vais pouvoir faire appel à notre bon vieux Quinjet, on va avoir Natasha qui va aller chercher Clint Barton qui sévit à Tokyo et qui tue tout le monde, il est en mode Ronin. Donc là, bon, c'est aussi, j'imagine, une des critiques qu'on pourrait faire au sujet du film, c'est que c'est très peu détaillé, on sait pas trop pourquoi il est devenu Ronin, on sait qu'il a perdu sa famille, et ça c'est la scène d'introduction du film, mais du coup il zigouille tout le monde, et en 2-2, Natasha le convainc de revenir. Bon, c'est un peu léger, il faut admettre sur le retour de Clint Barton, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'autre scène très intéressante, c'est comment on va les récupérer Thor. Donc là, cette fois-ci, c'est Rocket et Hulk, Professeur Hulk qui s'y colle, et ça donnera, et là, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ceux qui vont y retourner, à faire attention aux détails, faire attention aux musiques, faire attention aux plans, à l'image, à la photographie. J'adore la scène où, dans le pick-up, on a Professeur Hulk et Rocket, ils sont dans la benne du pick-up, super petite musique entraînante, et on voit le pick-up qui frotte, et surtout, on a un plan sur le Professeur Hulk qui est à l'arrière du pick-up, en mode tranquille, en mode je me fais trimballer, en fait, je voyage, j'adore, c'est vraiment magnifique. Voilà, bon, bien évidemment, le traitement suivant de Hulk, là aussi, fait polémique, parce qu'on retrouve un Hulk obèse, gros, avec du bidou. Je fais un coucou à ma copine Maud qui dit, quand elle a vu le film, ils ont transformé Thor en toi, parce que moi aussi j'ai du bidou. D'ailleurs, je tourne cette vidéo pour May the Force, donc vous m'excuserez du t-shirt Star Wars. Voilà, donc on retrouve un Thor bedonnant. Moi j'ai beaucoup rigolé, barbu, buveur de bière, enfin c'est une catastrophe. Bon, clairement il a été beaucoup affecté, plus que les autres peut-être même, par la défaite vis-à-vis de Thanos, puisqu'il aurait pu le tuer, il était suffisamment puissant. On se rappelle qu'à la fin d'Infinity War, Thor a tous ses pouvoirs, et avec le Stormbreaker, il casse des culs. Hein. On se rappelle, il lance ce Stormbreaker, il est capable de contrer le gant de l'infinité avec les 6 pierres. Donc autant dire qu'il pourrait plier la messe à peu près comme Captain Marvel. Mais il ne le fait pas, il vise le torse, il aurait dû viser le bras ou la tête, et ça, clairement, ça l'a beaucoup affecté. Voilà, donc il est déprimé. On appréciera le petit passage en mode Fortnite où du coup son pote de pierre se fait harceler par un joueur Noobmaster 68, un truc comme ça, et que Thor prend le casque et met une grosse rouste à Noobmaster 68 ou 69, je sais plus, c'est très rigolo. Voilà, donc du coup on récupère toute notre équipe. On récupère toute notre équipe, et là grosso modo l'idée ça va être de voyager dans le temps, et je vais regarder mes petites notes pour pas oublier ce que je dois dire. Et du coup, vis-à-vis du voyage dans le temps, je vous épargne les préparatifs, on va se diviser en plusieurs équipes. Là, ils se rendent compte que, grosso modo, dans le passé, ils savent tous à peu près où certaines pierres se situent. A savoir que déjà, en 2012, à New York, on a 3 pierres. On a la pierre du temps, finalement, qui n'a pas été vue, mais avec un peu de réflexe, on le sait, se situe au sein des saints, gardée par l'ancien. On a la pierre de l'esprit qui est dans le sceptre de Loki à l'issue de la bataille d'Avengers 1 qu'on peut récupérer, et également le Tesseract qui était à ce moment-là sur le toit pour créer le portail interdimensionnel permettant aux Chitauri, si je dis pas de bêtises, de traverser et de venir attaquer New York. Voilà, donc du coup on a déjà 3 pierres qui peuvent être récupérées à New York. On a une équipe qui va aller également sur Asgard, il s'agit de Thor et de Rocket qui vont aller chercher l'éther, donc la pierre de réalité au sein du corps de Jane Foster, ça c'était dans Thor 2, voilà, et ensuite on va avoir 2 équipes qui vont partir ensemble sur la planète Morag, à savoir Natasha et Clint, également War Machine et Nebula, qui vont aller donc sur Morag, la planète où se trouve la pierre de pouvoir. C'est War Machine et Nebula qui vont s'en charger. Pendant ce temps-là, encore une fois, toujours en Benatar, qui a été miniaturisé par Ant-Man, ils vont l'emmener dans leur voyage temporel, et il servira à Natasha et à Clint pour aller sur Vormir. Pour l'équipe de New York, on aura Iron Man, on aura le Captain, on aura Professeur Hulk et Ant-Man, donc 4, voilà, ils seront tous les 4 à aller à New York. Donc dans l'idée, je ne vais pas redétailler tout ce qui se passe dans les voyages temporels, parce que grosso modo c'est 1h30 de film, c'est le gros du film sur leur chasse un petit peu à la poule aux œufs d'or, mais par contre ça va donner lieu à tout un tas de scènes, à tout un tas de références qui sont dantesques. Si on prend le cas de New York par exemple, on va avoir une très belle discussion et du coup pas mal de théories autour des voyages temporels entre l'ancien et Professeur Hulk sur le toit du Saint des Saints à New York, où Hulk il arrive, est-ce que je pourrais voir le Docteur Strange, et là gentiment l'ancien lui dit non mais t'as 5 ans d'avance Titi, et donc là bon elle arrivera à concéder la pierre du temps au regard des informations que lui donnera Hulk, typiquement quand Hulk dira que Stephen Strange dans Infinity War s'est séparé de la pierre pour une bonne raison.
Voilà, et on nous explique aussi les histoires de différentes lignes temporelles en fonction de si on laisse les pierres, si on les ramène au moment où on les a prises, etc. etc. Je vous invite à aller voir les vidéos d'Irosef ou d'Argorok qui sont de fin limier dans le sujet, qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. On a aussi quelques scènes très sympas, le Captain, alors là le Captain c'est super, donc lui qui cherche le sceptre contenant la pierre de l'esprit, le sceptre de Loki. Typiquement, on va se retrouver dans Captain America 2 et le soldat de l'hiver, quand il est dans l'ascenseur avec les agents de l'Hydra, et il tombe dessus, on est à deux doigts de croire qu'ils vont refaire exactement la même scène, sauf que là c'est juste magique, le Captain qui nous sort un Heil Hydra, donc l'allégeance à Hydra, et il repart tranquillou bilou avec le sceptre. Également, après il va y avoir une scène de fight Captain contre Captain, et ça c'est assez sympa, surtout quand Tony un petit peu plus tôt dit, en voyant Captain America de dos dans la scène où ils sont dans le bar de Tony à l'étage et où ils ont plié la bataille, et là où en fait Hulk avait joué avec Loki en le tapant partout, et ils voient tout ça de dos, enfin ils revivent la scène de dos, parce qu'en fait ils revivent les scènes des précédents films, et ça c'est assez sympa de voir les scènes sous un autre angle. Tony qui dit ça c'est le cul de l'Amérique en regardant la tenue moulante de Captain, et quand Captain étale le second Captain, quand ils se battent pour le sceptre, eh bien Captain avoue effectivement que c'est bien le cul de l'Amérique. Évidemment, vu que tout ne pouvait pas se passer correctement, et là je vous invite à voir le film et à voir toutes ces scènes à New York, c'est vraiment très sympa. On va avoir un autre voyage dans le passé, à savoir Tony et le Captain qui repartent dans les années en 1970 dans la base où a été créé le Captain, entre autres, ou le sérum, ou que sais-je, et on a une base de l'Hydra, du Shield d'ailleurs, scène qu'on revoit dans un film, je sais plus si c'est l'ère d'Ultron ou si c'est le soldat de l'hiver, Captain America 2, où Natasha et le Captain sont dans ce bunker désaffecté depuis, mais qui ne l'est pas dans les années 70 quand Tony et le Captain y vont. Donc là il y a deux scènes intéressantes. La première c'est Tony qui rencontre son père, donc ça c'est très touchant, il parle de paternité, etc. Donc je m'étale pas, mais c'est vraiment très mignon, moi j'ai beaucoup aimé, parce que Tony, enfin on sait à force qu'au départ il kiffait pas son père, mais qu'au gré des films, au gré des révélations, parce que quand on dépile tous les films Iron Man, ensuite les films autour de Captain America et de Civil War, où on apprend que Bucky a tué les parents à Tony, enfin bref c'est très riche, il faut faire le lien entre tous ces films pour comprendre à quel point Tony est touché de rencontrer son père, ce qui, s'il l'avait fait au début d'Iron Man 1, il en aurait eu juste rien à péter, hein, voilà. Et une petite scène où le Captain aperçoit Peggy Carter, puisqu'elle est à ce moment-là directrice visiblement au niveau du Shield, et c'est vraiment intéressant de voir cette petite scène où il la voit sans qu'elle le voit, et voilà, c'est très mignon. Donc grosso modo, voilà tout pour les scènes un peu marquantes qu'on voit au niveau de New York. Au niveau d'Asgard, bien évidemment, c'est Thor qui rencontre sa mère, Thor qui est complètement risible, qui veut aller piquer la vinasse dans la cave de son père, bref. Mais bon, évidemment, il croise sa maman, qui lui met un petit peu pendant cucu, et qui le remet sur les rails, parce que bon, clairement, Thor c'est l'ombre de lui-même dans le film, et la rencontre avec sa mère va quand même le remettre dans le droit chemin. On enchaîne ensuite sur les deux autres équipes qui partent respectivement sur Morag et sur Vormir. Sur Morag, on a donc War Machine et Nebula qui vont récupérer facilement la pierre de pouvoir, si ce n'est qu'au moment de revenir, Nebula va rentrer en synchronisation avec la Nebula du passé, donc c'est 9 ans plus tôt je crois, quand il retourne à cette époque, parce qu'il devait être en 2013 ou 2012, je sais plus trop, c'est pile les événements des Gardiens de la Galaxie 1 quand Quill va récupérer la pierre de pouvoir. Ça donne lieu d'ailleurs à une scène très marrante où on voit Quill danser comme dans l'intro des Gardiens de la Galaxie 1, sauf que là c'est War Machine et Nebula qui le regardent, et eux ils ont pas la musique, on le voit juste dans le vent en train de danser, enfin bon bref, c'est mort de rire, j'ai beaucoup aimé. Et je disais donc au moment de revenir dans le présent, Nebula se fait hacker par la Nebula du passé, et là bien évidemment du coup le Thanos, on récupère un Thanos ici, le Thanos du passé qui n'a pas les pierres, se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, ça va donner lieu à la troisième partie du film, puisque à partir du moment où la Nebula du futur est chopée par la Nebula du passé, eh bien Thanos est au courant, et du coup ça va foutre le bordel. Ça va nous permettre aussi de retrouver la Gamora du passé, qui va rentrer dans le jeu avec la Nebula du passé pour aller dans le futur. Est-ce que vous me suivez? Bref, je vous expliquerai ça un petit peu après. Tout ça pour dire que du coup, la messe est dite pour notre équipe de Morag. On va du coup sur Vormir. Donc là, et là d'ailleurs, il y a une petite scène très intéressante quand on les voit partir dans le Benatar. On a Clint et Natasha. Quand les deux sont dans le vaisseau en train de voyager dans l'espace, les deux se regardent et se disent « Putain, on a fait du chemin depuis Budapest ». Mais c'est énorme parce que c'est énorme quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai, deux humains normaux, c'est les deux personnages les plus normaux du MCU, et les deux se retrouvent dans un vaisseau spatial.
disons que c'est vraiment le grand écart en termes d'histoire. On voit à quel point ils ont progressé, à quel point ils ont fait des choses. Et Endgame, de ce point de vue-là, est bien parce que, comment dire, il met l'épée dans le plat et on vient clôturer tout un tas de choses et on nous ramène toujours beaucoup de références. Bien évidemment, sur Vormir, on sait ce qui les attend, la pierre de l'âme. Et la pierre de l'âme, c'est quand même la plus difficile à choper parce que c'est une âme pour une âme. Il faut donc sacrifier quelqu'un. Vous vous doutez bien que donc l'un des deux va devoir mourir et sans grande surprise, même si on pouvait avoir un doute, c'est Natasha qui va y laisser sa peau. D'ailleurs, beaucoup de critiques sont faites au sujet de ce traitement puisque Natasha meurt et on n'a pas trop de funérailles, ils sniffent un tout petit peu parce qu'ils vont très vite tous retourner dans le présent et se rendre compte que Natasha est morte. Hulk va pas être content bien évidemment, mais à partir de ce moment-là, nos Avengers ont toutes les pierres de l'infini et c'est important, on est retour dans le présent, mais ce présent c'est toujours le plus 5 ans par rapport aux événements d'Infinity War. Là, on a donc une petite discussion pour savoir qui va porter le gant de l'infinité, et si vous me voyez en train de tripoter Hulk, parce que c'est Hulk qui va prendre... oui, il me manque une pinoche. Ouais, si j'ai pas la pinoche, je vais pas pouvoir mettre le gant à Hulk. Voilà, c'est Hulk qui va performer le snap, parce qu'il sait que les rayons gamma, ça le connaît. Voilà, donc on retiendra un truc important au niveau de cette scène-là, c'est que le Captain dit à Hulk, surtout, tu ne changes rien à ce qui s'est passé depuis 5 ans, tu fais juste revenir les gens qui ont été snappés. Et ça, c'est important, je pense, de le retenir. Et ça fait 27 minutes que je parle, il va falloir que j'accélère. Donc du coup, on a le snap inverse de Hulk, là, petit coup de fil de la copine de Clint, de Hawkeye, pour comprendre que les gens sont bien revenus. Et c'est le bordel, puisque vous avez compris que notre Thanos du passé était au courant par le biais de la nébula du passé, et du coup ils ont capturé la nébula du futur. Voilà, et du coup gros voyage dans le temps pour toute l'équipe de Thanos. Donc on a une arrivée massive du vaisseau de Thanos, destruction du QG des Avengers, et on rentre donc dans la 3e partie du film au bout d'une demi-heure de vidéo. Ouh, génial. Donc bon, cette partie est quand même la partie finale la plus courte. On va avoir du gros combat des familles. Thanos rase la base, à peu de choses près. Voilà, et on va avoir 3 phases dans cette 3e partie. La première phase étant le combat 3 contre 1. Thanos avec ses 2 bras bien sûr, contre notre bon vieux Tony, notre bon vieux Thor et notre bon vieux Captain. Là, franchement, c'est une de mes scènes favorites. Vous le savez très certainement si vous avez vu le film, pourquoi. Parce que très rapidement, Thor et Iron Man vont se faire un petit peu dépasser. Et là, on va avoir un très grand Captain America qui va être capable de se saisir de Mjolnir. Pas trop de surprise, puisque c'est une très grosse référence au film Avengers 2, quand ils sont tous en train d'essayer de lever le marteau, et qu'il n'y a que le Captain qui est capable de le faire bouger un tout petit peu. Et là, d'ailleurs, on voyait la stupeur dans les yeux de Thor à l'époque. Et on comprend maintenant pourquoi. D'ailleurs, Thor qui lance un « je le savais ». Et bien sûr, alors là, c'est vraiment magnifique, parce que clairement, le Captain va se déchaîner, va poutrer à moitié Thanos. C'est vraiment très joli, je vous invite à être très attentif lors de cette scène, moi j'ai beaucoup aimé. Une autre chose très intéressante à ce moment-là, le Captain va quand même se faire dépasser par Thanos, qui va à moitié casser le bouclier de Captain America. Et là, on va voir pendant un bref instant un magnifique panorama avec à gauche le Captain seul. Captain, où es-tu? Le Captain seul. Et à droite, non, je prenais Hulk, mais non, à droite, Thanos et toute son armée. Donc on a un plan très large où on voit le Captain seul face à toute l'armée de Thanos. Et cette image apocalyptique est juste magnifique, j'ai vraiment adoré. Et là, bien évidemment, vous vous doutez qu'il y a un gros twist, puisque quelques minutes avant, chronologiquement dans le film, c'est très rapproché comme événement, on a eu le snap inverse de Hulk qui a fait revenir tout le monde. Et on a notre bon vieux Doctor Strange qui... Là, on se rend compte quand même qu'il est devenu très puissant et que ça va être un personnage majeur de la suite du MCU. Il ouvre 8 millions de portails en même temps et on a tous les héros du MCU qui débarquent. Voilà, c'est pas compliqué, il y a tout le monde. Donc comme ça, c'est réglé. Et on va avoir droit à une autre des scènes touchantes. Bon, d'ailleurs, tous les héros comme Quill qui revient, les Gardiens des Galaxies, Drax, Mantis et tout le team, ils reviennent tous. Et bien sûr, on a droit à ce moment-là, assez rapidement, à une scène assez touchante, puisqu'on voit un plan assez prolongé sur le petit Spider-Man, le Tom Holland, qui revient aussi à travers le portail. Et durant le combat qui s'ensuit, parce que vous vous rendez compte, c'est armée contre armée, toute l'armée des Avengers, avec une phrase emblématique de Captain America qui dit « Avengers, rassemblement ». Voilà, pour les fans, donc Avengers, le fameux Avengers Assemble, on y est, et puis là, on ne peut pas dire qu'il y a tout le monde, il y a tout le monde. Et du coup, on va avoir une grosse scène de free hug entre Tony et
Spider-Man, quand Spider-Man lui dit monsieur Stark, vous savez, quand je suis parti en fumée, eh bien, tac, je me suis réveillé, il y avait le Docteur Strange et les portails s'est ouverts et on est là maintenant. Et là, Tony lui fait un gros câlin. Moi, c'est super. Là, franchement, j'étais à deux doigts de lâcher une petite larme parce que j'adore Tony Stark et j'adore le petit Spider-Man et de les voir tous les deux comme ça. Bref, c'était un grand moment. Donc, bien évidemment, ça va se fighter vraiment de plus belle durant cette scène qui est assez dantesque et franchement j'ai beaucoup aimé et je vais vous la faire courte parce que sinon la vidéo va vraiment faire 1 heure et il faut pas. Donc grosso merdo, ce qu'on va retenir de ce combat, mis à part les effets spéciaux, les différentes phases un peu rigolotes où Gamora met un coup de pied à Quill qui pense que c'est la Gamora qu'il a perdu, mais c'est la Gamora du passé, d'ailleurs ce qui va donner des ouvertures pour les prochains Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, je veux vraiment pas que la vidéo dure trop. Tout ce qu'on va se rappeler, c'est qu'on va avoir droit à une confrontation finale. À un moment donné, on va avoir, et ça c'est un plan, il faut faire attention, c'est des petits détails qui ont leur importance. Le Docteur Strange va lever la main et va lever le doigt comme ça, et va regarder Tony. Et Tony va savoir que c'est la chance sur 14 millions de gagner le combat. Et du coup Tony va fighter Thanos. Et à un moment donné, Thanos a le doigt de snapper, sauf qu'en fait, vu que le gant de synthèse fabriqué est un gant d'Iron Man, une armure, et ben on comprend assez facilement qu'Iron Man a réussi à récupérer toutes les gemmes sur son armure. Et là, grande scène finale, gros plan sur Robert Downey Jr. et un Je suis Iron Man, 2008 Iron Man 1, 2019 Endgame, et on a commencé par Je suis Iron Man et on termine par Je suis Iron Man, et là il performe un snap qui lui n'a pas but d'inverser le snap de Thanos initial, mais tout simplement de rayer Thanos de la carte. Et là où, et ça je vous l'ai peu expliqué durant cette seconde phase du film, Thanos était devenu un peu vindicatif, méchant, c'était pas le Thanos qu'on avait connu dans Infinity War, mais un Thanos du passé, 5 ou 9 ans en arrière, je sais plus, Gardien de la Galaxie #1, et bien du coup là on retrouve un Thanos, comment dire, défait, qui a perdu. Il voit toute son armée se transformer en poussière, et là il s'assoit, blasé, fatigué, essoufflé, et on retrouve un peu ce Thanos qu'on avait retrouvé au tout début du film quand il se faisait tuer par Thor, et là c'est sympa puisqu'on n'a pas d'animosité, rien, il a juste perdu. Et c'est une fin presque digne, j'ai envie de dire. Voilà, donc il s'ensuit une scène très touchante où évidemment on sait que Tony Stark va mourir puisqu'il a performé un snap et ce n'est qu'un humain. Soutenir la puissance des 6 pierres d'infinité pour un humain, c'est juste pas possible. On va voir 3 personnes qui vont succéder. Tout d'abord War Machine, l'ami de toujours, le colonel Rhodes, Roddy, qui va venir voir Tony, etc. Dans la foulée, on a notre petit Peter Parker, Spider-Man, qui va dire Monsieur Stark, on a gagné. Et là Tony, il est déjà dans le jus, il parle pas, et il est en train d'y passer. Et on terminera, alors je vais prendre la figue de Natasha parce que j'ai pas la figue de Pepper. Pepper dans son armure Rescue, d'ailleurs ça nous fait penser à une scène au tout début de la partie 2 du film quand Tony récupère sa fille, elle a le casque de l'armure de Pepper, et il dit que Pepper ne met jamais ce qu'il lui offre. Donc petit lien. Et là encore, on va faire le lien avec ce que je vous disais quand Pepper apprend que Tony est capable qu'il a trouvé la solution pour voyager dans le temps, et qu'elle dit que c'est effrayant, et que Tony lui dit qu'il aimerait bien aller dormir et jeter tout au fond d'un lac. Et là Pepper, c'est très touchant, très compréhensible, lui dit Tony, tu t'es bien battu, entre guillemets, maintenant tu peux te reposer. Et juste avant, elle a demandé à Friday, l'intelligence qui remplace Jarvis, statut de Tony, et là statut critique. Donc ils comprennent que c'est fini et Tony meurt. Bon, voilà. Donc s'enchaîne très rapidement l'enterrement de Tony, les funérailles grandioses, beaucoup de références puisqu'on voit par exemple Hank Pym qui pouvait pas saquer les Stark, le fait qu'il soit présent c'est important, et également on a droit aussi au gamin qui avait dans Iron Man 3, tout le monde se demandait lors des premiers visionnages mais c'est qui ce gamin, on a vite trouvé que c'était le gamin dans Iron Man 3. On a aussi notre bon vieux Nick Fury, bref tout le monde est là. Tout le monde est là pour l'enterrement de Tony Stark, et le moment le plus touchant, même quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai failli lâcher ma larme, je ne l'ai pas lâché mais j'étais pas loin, c'était du coup quand Happy, le garde du corps, Jon Favreau, le réalisateur des 2 premiers Iron Man, demande à Morgan ce qu'elle veut, et elle dit cheeseburger. Bien sûr, le cheeseburger étant la première chose que Tony demande quand il descend de l'avion lors de son retour d'Afghanistan dans Iron Man 1. Autant dire, à chaque fois je vous le dis, mais dans chacune des phrases, dans beaucoup de choses, il y a toujours des références au précédent film. Il faut avoir bien suivi, il faut être à jour pour bien comprendre, parce que sinon on se demande mais pourquoi il demande des cheeseburgers, c'est nul. Bah non, c'est ce que son père demande. Et là Happy dit ton père aussi adorait les cheeseburgers, je vais t'acheter tous les cheeseburgers de la planète. Bref, c'est vraiment très mignon, très mignon. Voilà, donc pour finir, on aura, et c'est ce qui terminera le film d'ailleurs, une scène touchante sur le Captain qui est censé ramener et Mjolnir et les pierres d'infinité à leur place, ce qui va donner plein de suppositions pour la suite des films, plein de théories,
Et là encore une fois je laisse les camarades Hirosef et Argorok et tout bien sûr débattre et théoriser sur ces sujets, chose que je ne ferai pas puisque moi j'ai une chaîne de Lego, j'ai pas vocation à traiter du MCU en permanence, mais bien évidemment, ça va soulever plein de questions puisqu'on voit revenir, enfin il ne revient pas d'ailleurs, on voit juste que à partir du moment où le Captain part avec tout ça, et ben il revient pas dans la machine, mais on voit un vieux pépère sur un banc, et il s'agit bien sûr du Captain America vieux, voilà, donc qui va donner son bouclier à Falcon, donc bon, tout un tas de choses qui tournent autour de ça. Moi je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que pour moi c'est un peu moins d'intérêt. Tout ça pour dire que j'ai adoré le film et que je me répéterai jamais autant à dire qu'il faut être préparé pour aller le voir puisqu'il faut être à jour pour bien en profiter, sinon c'est dommage, vous allez rater plein de références et c'est con. Bien sûr le film n'est pas parfait, vous vous rendez compte, clôturer 10 ans, une vingtaine de films en un film de 3 heures, c'est quand même très compliqué. On peut dire que pour moi, à mon sens, la mission est remplie, même si le film a quelques défauts, qu'on aurait aimé qu'il détaille un peu ce qui s'est passé 5 ans plus tard, comment l'humanité réagit, comment ça se passe, comment la vie s'organise, ils le font pas. Tout un tas de détours scénaristiques aussi qui sont peu ou pas expliqués. Bon, admettons, et je pense que de toute façon on ne pouvait pas avoir un film de 4 heures, donc comme ça c'est assez vite réglé. La dernière chose que je poserai, et c'est la question que je poserai aux camarades Hirosef et Argorok qui je pense l'expliqueront dans leur prochaine vidéo, chose que je n'ai pas compris, que j'aurais aimé voir plus détaillée, et qui sera peut-être expliquée dans Spider-Man 2 Far From Home, qui est censé être finalement la vraie conclusion de la phase 3, hein. Le MCU, le Marvel Cinematic Universe se décomposant en plein de films. On a déjà eu la phase 1, 2, 3, Endgame était censé clôturer la 3, mais finalement c'est Far From Home, Spider-Man 2 qui va le faire, et on le comprend assez aisément, et ma question tourne autour de ça. Si vous vous rappelez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand en fin, deuxième partie du film, début de troisième, enfin c'est la fin de la deuxième, quand Hulk performe le snap d'inversion de celui de Thanos, Captain lui demande « tu changes rien à ce qui s'est passé depuis 5 ans, et uniquement tu vas ramener les gens ». Voilà. Donc ça veut dire que là, et moi j'ai bien envie d'avoir des explications à ce sujet-là, finalement tous les gens qui ont été snappés gagnent 5 ans d'espérance de vie. Ils reviennent 5 ans plus tard, pour eux ça a duré quelques secondes. D'ailleurs c'est illustré par exemple Spider-Man qui dit voilà j'étais en cendres, puis d'un seul coup tac je me réveille et on est là. Pareil, à l'enterrement, on retrouve les gamins et la famille de Clint Barton qui n'a pas vieilli. Lui, il a pris 5 ans, il est 5 ans plus vieux. Sa famille, elle, est dans le même état qu'il y a 5 ans avant le snap de Thanos. Pareil, au moment où Spider-Man, à la fin du film, retourne dans son lycée-collège, il retrouve son pote, le geek dans le fauteuil, et lui non plus semble pas avoir vieilli. Et ça veut dire aussi que tous les gens qu'on retrouve et qui sont dans la même classe que Peter Parker dans Spider-Man 2 ont tous été snappés. Parce que imaginons que MJ n'ait pas été snappé par Thanos, eh bien elle aurait 50 plus, elle serait plus dans la même classe de Peter, et là échec pour la romance de Peter Parker dans Spider-Man 2. Donc moi j'ai bien envie de savoir comment ça va affecter la population, parce que du coup ça veut dire que logiquement, on a tous les gens qui n'ont pas été snappés qui savent ce qui s'est passé, tous les gens qui ont été snappés qui ne le savent pas mais qui vont l'apprendre, parce qu'ils se retrouvent 5 ans plus tard, et du coup comment le monde va gérer finalement ce savoir de dire que finalement tout le monde a disparu, la moitié de l'univers a disparu pendant 5 ans. Et que les Avengers ont réussi à changer ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas un R à Z avec tout le monde oublie. Logiquement, tout le monde est censé garder cette mémoire de ce snap et de garder le monde, je crois, dans l'état un peu poubelle qu'il était. Sauf que là, tout le monde revient. Est-ce que tout le monde va remettre tout ça en ordre? Je sais pas trop. Voilà, donc camarades théoriciens du MCU, merci d'éclairer ma sombre lanterne à ce sujet-là, et vous voyez que le MCU c'est pas du tout fini, au contraire ça va continuer dès le mois de juillet, Spider-Man Far From Home. D'ailleurs les 7 Lego 3 boîtes sont déjà sorties, je vais essayer de me les procurer assez rapidement pour pouvoir vous en parler, et j'ai hâte de voir ce film pour voir la clôture de cette phase 3 du MCU. Bon, j'ai bien peur que la vidéo va encore faire une quarantaine de minutes, je suis vraiment désolé. Bravo à tous ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'ai beaucoup parlé, vous voyez, je parle très vite, et même en parlant très vite, il faut bien 40 minutes pour détailler un petit peu, vloguer autour de ce film qui est juste dantesque. Moi j'ai adoré, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film, à aller voir ma vidéo où je parle de la gamme Avengers Endgame qui est ici devant moi, que vous voyez pas trop, mais elle est ici. Et voilà, bon moi j'ai kiffé. Si vous voulez plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à m'en demander, mais en toute rigueur, c'est clairement pas le but de ma chaîne. Là j'en parle parce que j'ai vu le film et parce que j'étais obligé d'en parler en grand fan que je suis. Et avec la gamme Lego autour de moi, ça avait un sens. Voilà, comme d'habitude dans les commentaires, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo bien trop longue. Commentez, laissez des gros pouces en mode gant de l'infini qui est ici, comme dirait Hirosef. Et voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo et on discute dans les commentaires de tout ça, de comment vous avez trouvé le film. Allez, salut!